Imaginons un peu la scène. On est en 1943. Paris est sous l'occupation. Ouais, Les coupures de courant sont super fréquentes, le rationnement est strict, et là, il y a un jeune romancier de 31 ans, René Bargevelle, qui s'assoit à sa table. probablement à la lueur d'une bougie d'ailleurs. Bah oui, exactement. Et là, il écrit une histoire sur le futur. Mais pas un futur proche, hein. Il imagine l'année 2052. Ce qui est super loin pour l'époque. Totalement. Une époque avec une technologie incroyable, des trains à très grande vitesse, des voitures volantes, et au milieu de toute cette utopie, il imagine une faille. La fameuse faille. Voilà, une faille tellement fatale et décrite avec tellement de précision qu'elle va devenir notre réalité, genre 82 ans plus tard. C'est vrai que c'est un niveau d'anticipation qui défie la logique en fait. Ah ouais, c'est clair. On a l'habitude des auteurs de science-fiction qui imaginent, je sais pas, des gadgets comme les écrans tactiles ou l'esthétique du futur. Ouais, le côté très visuel. C'est ça. Mais théoriser avec une telle exactitude l'effondrement mécanique de la plus grande infrastructure humaine, c'est vertigineux. Surtout quand on réalise que son diagnostic vient d'être validé par les ingénieurs d'aujourd'hui. Et c'est justement tout l'enjeu de notre décryptage d'aujourd'hui. On va se plonger dans les conclusions d'une série audio d'investigation récente qui est vraiment fascinante. Le podcast de Block News, c'est ça, hein? Exactement, la série qui s'appelle « Ils ont prédit le futur ». Le travail sonore et les archives qu'ils ont utilisées mettent vraiment en lumière le roman Ravage de Bargevelle. Et surtout, comment cette fiction de 1943 s'est superposée au cauchemar du 28 avril 2025. Le grand blackout ibérique. Ouais. L'événement qui a paralysé 55 millions de personnes l'an dernier. C'était fou. Du coup, en croisant ce documentaire audio avec les tout derniers rapports d'infrastructure de mars 2026, donc ceux de ce mois-ci, notre but, c'est pas juste de faire l'autopsie d'une panne. Non, l'idée, c'est de décortiquer les lois de la physique de notre réseau pour comprendre pourquoi notre vulnérabilité actuelle est bien pire que ce qu'on imagine. Parce que la question qui me hante depuis que j'ai écouté cette enquête audio, c'est comment un auteur, dans les années 40, a pu comprendre notre propre fragilité systémique. Pour comprendre ça, il faut regarder l'événement déclencheur. L'enquête de Block News retrace les faits avec des audios de l'époque et c'est vraiment glaçant. Oui. On est le 28 avril 2025. Il est exactement 12h32 minutes et 57 secondes. Et dans un poste électrique hyper stratégique à Grenade, en Espagne, un transformateur haute tension subit une surtension. Juste une surtension. Ouais, c'est ça. Faut bien se représenter le truc. C'est pas une grosse explosion avec des flammes géantes, tu vois. Ah, j'avoue que j'imaginais un truc un peu hollywoodien. Bah non, en fait, c'est juste un micro-événement électrotechnique. Une petite fluctuation interne. Les systèmes de protection détectent l'anomalie et font leur boulot. Ils isolent l'équipement. Le transformateur se déconnecte. Ok, d'accord, mais attends. J'ai lu les rapports. Et ce qui m'échappe complètement, c'est la disproportion du truc. C'est-à-dire? On parle d'un seul équipement qui tombe en panne un mardi après-midi, sous un grand soleil. Il n'y a pas de tempête, pas de cyberattaque au départ. Non, rien de tout ça. Peut plonger deux nations entières, l'Espagne et le Portugal, dans le noir absolu en quelques secondes. C'est vrai que c'est contre-intuitif. Parce que souvent, on imagine le réseau électrique comme une guirlande de Noël, genre une ampoule grille et le reste s'éteint. Mais à cette échelle, ça marche pas. Non, l'analogie de la guirlande est mauvaise pour les réseaux à haute tension. J'avais pensé à un autre truc. Imagine 4 personnes qui portent un piano hyper lourd. Ok, je vois l'idée. Si l'une des personnes trébuche et lâche prise, le poids du piano disparaît pas. Exactement. Il est transféré instantanément aux 3 autres. Du coup, leurs genoux lâchent sous le poids inattendu et le piano s'écrase. C'est plus proche de la réalité, non? Ouais, l'image du piano est parfaite pour comprendre comment circulent les électrons. L'électricité, à cette échelle, ça se stocke pas. Ça doit être consommé au moment même de la production. Exactement, à la milliseconde près. Donc quand le transformateur de Grenade s'est déconnecté, la puissance gigantesque qu'il gérait a dû trouver un autre chemin. Et ça, instantanément. Et elle est allée où, cette puissance? Elle s'est engouffrée dans les lignes électriques voisines. Mais ces lignes, elles n'étaient pas prévues pour encaisser un tel pic d'un coup. Si? Non, elles se sont retrouvées en surcharge massive et physiquement, le métal des câbles commence à chauffer très très vite. Ah oui, le risque d'incendie? C'est ça. Pour éviter que les câbles fondent et déclenchent des feux de forêt, les disjoncteurs de ces lignes-là s'ouvrent automatiquement. Elles se déconnectent. L'effet domino commence. Voilà. Et l'énergie est renvoyée sur les quelques lignes qui restent, qui sautent à leur tour. En quelques secondes, le réseau ibérique s'est effondré sous son propre poids. Production à zéro.
D'ailleurs, le documentaire de Block News illustre ça super bien avec le son. Ils te font écouter la perte du bruit de fond de la civilisation. C'est hyper angoissant. Ah oui, le passage avec les trains, hein. Ouais. Les trains à grande vitesse, lancés à 300 à l'heure, qui perdent la traction et finissent par s'arrêter dans l'obscurité totale des tunnels. Les hôpitaux aussi qui se retrouvent dans le noir avant que les générateurs de secours démarrent. Les terminaux de paiement qui meurent, et il y a un détail qui rend vraiment fou, les pompes à essence. Ah oui, ça c'est l'ironie ultime. Les cuves souterraines étaient pleines de carburant, mais sans électricité pour actionner les pompes, le carburant est inaccessible. Plus d'essence, plus de feux rouges, puis les antennes relais qui s'éteignent. La paralysie totale. Et c'est là que le parallèle avec Barjavel donne le vertige. Dans Ravage, il décrit le Paris de 2052, ultra dépendant d'une énergie unique. Et il écrit cette phrase « Et d'un seul coup, comme une pierre, le noir tomba ». La cascade décrite dans le roman, techniquement, c'est exactement celle de 2025. Mais oui, sans électricité, l'eau courante s'arrête parce que les pompes des châteaux d'eau ne marchent plus. Les pompiers regardent la ville brûler sans pouvoir utiliser leurs lances motorisées. Et le rapport final de l'ENSOE de mars 2026 confirme vraiment cette mécanique impitoyable. L'ENSOE, c'est le gestionnaire européen, c'est ça? Oui, le regroupement des gestionnaires de réseaux européens. Leur rapport explique que si la cascade ibérique n'a pas pu être arrêtée, c'est parce que les outils de réglage de la tension étaient inefficaces à ce moment précis. D'accord. Mais le rapport parle aussi d'un truc fondamental, la fréquence du réseau. La fameuse règle des 50 Hz. C'est ça. Le réseau européen bat à un rythme très précis, 50 oscillations par seconde. C'est vraiment le battement de cœur du continent. C'est poétique, mais j'imagine que c'est hyper strict. Ah ben, toute la machinerie lourde, les turbines géantes des centrales nucléaires ou à gaz, tournent en parfaite synchronisation avec ces 50 Hz. Et donc, que se passe-t-il si ça se déséquilibre, comme quand l'Espagne est ondée? La fréquence chute brutalement. Et si elle s'éloigne trop des 50 Hz, les vibrations mécaniques deviennent si violentes qu'elles pourraient disloquer l'acier des turbines de l'intérieur. Oh waouh! Donc les centrales se mettent en arrêt d'urgence pour pas exploser, en fait. Exactement, elles se protègent. Mais le rapport mentionne qu'à 12h33, la panne aurait pu aspirer le reste de l'Europe. Attends, la France et l'Allemagne auraient pu tomber aussi? Ouais. L'effondrement en Espagne a commencé à tirer les réseaux français et marocains vers le bas. Et là, le mécanisme ultime de survie s'est enclenché. Le pont-levis électrotechnique. J'ai adoré cette métaphore dans le podcast. Elle est géniale. Face au vide, les énormes interconnexions aux Pyrénées se sont sectionnées toutes seules. Donc en gros, le château lève son pont-levis et laisse le village voisin brûler, juste pour sauver le donjon central. C'est un sacrifice purement algorithmique. Le système a sacrifié 55 millions de personnes pour sauver le reste du continent. C'est brutal. Très brutal. Surtout que ressusciter un réseau mort, c'est un cauchemar absolu. C'est la procédure de Black Start. Le redémarrage à froid, c'est le paradoxe de l'œuf et de la poule, non? Pour allumer une grosse centrale, il faut de l'électricité. Voilà. Tu peux pas juste appuyer sur un bouton. Faut utiliser des petits générateurs diesel pour démarrer une turbine à gaz. D'accord. Et cette turbine donne juste assez de courant pour allumer une plus grosse centrale et on réalimente doucement, ligne par ligne. Un vrai travail d'orfèvre. Et ça a pris 18 heures, jusqu'à 4 heures du matin le lendemain. Tu sais, dans le montage audio, juste après l'explication de ce Black Start, ils ont mis une archive de Barjavel, une interview de 1976 sur FR3. Ah oui, cette archive est marquante. Le ton de sa voix. Il parle pas comme un ingénieur. Il parle comme un médecin face à une maladie incurable. Il compare le réseau au système vasculaire humain, si je me souviens bien. Ouais, il dit, c'est l'écroulement, c'est le commencement de la décomposition, c'est comme un corps où le sang ne circule plus. Pour lui, c'est pas juste un outil, c'est le sang artificiel de notre civilisation. C'est fort. Et justement, si notre système survit en s'amputant de ses membres malades, moi ça me terrifie quand je regarde la situation aujourd'hui, en 2026. On se dit qu'avec l'IA, la haute technologie, on est plus robiste. Eh bien, les documents montrent l'inverse. C'est le grand paradoxe de notre transition énergétique actuelle. Bah oui, le rapport Ember de septembre 2025. Voilà. Ce rapport révèle que 55% du réseau européen est jugé trop isolé. 55% donc. Plus de la moitié du continent pourrait subir une cascade façon grenade sans qu'on puisse les secourir assez vite. C'est ça. Et ça, c'est sans parler des actes malveillants. La fameuse guerre hybride. Exactement. Le rapport d'Euroelectric de février 2026 est hyper clair là-dessus, en restant très factuel. En Ukraine, l'opérateur DTEK a subi plus de 1200 attaques sur son réseau rien qu'en 2025. 1200? Ouais. Et les cyberattaques contre les opérateurs ouest-européens ont doublé depuis 2021. On a aussi documenté 9 sabotages sur des câbles sous-marins en mer Baltique. Donc ce que Barjavel voyait comme notre point faible théorique est devenu une arme militaire de premier choix.
Totalement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu regardes les chiffres d'investissement, on marche sur la tête. L'Union européenne a mis 350 milliards d'euros en 2025 dans les énergies renouvelables. Ce qui est vital pour le climat, évidemment. Évidemment. Mais en face, on a mis seulement 70 milliards pour moderniser le réseau électrique physique. Et c'est ça le vrai nœud du problème. Faut comprendre la différence entre les renouvelables et les centrales classiques. L'intermittence du vent et du soleil. Pas seulement, le vrai danger à la milliseconde, c'est la perte de l'inertie physique. L'inertie physique, tu veux dire le poids des machines? Exactement. Une centrale nucléaire ou hydraulique, c'est un alternateur géant en acier qui pèse des centaines de tonnes et qui tourne super vite. Ouais. Et de l'inertie. Si on perd une ligne, l'élan mécanique de ces énormes masses d'acier qui continuent de tourner encaisse le choc naturel. C'est un amortisseur physique. Ah, je vois. Alors que les panneaux solaires? Ils n'ont aucune pièce mobile. Ils injectent le courant avec de l'électronique de puissance, aucune résistance mécanique en cas de variation brutale de la fréquence. Donc, en remplaçant les grosses turbines tournantes par du solaire ou de l'éolien statique, le réseau perd son amortisseur naturel. C'est exactement ça. Il nous faudrait des lignes interconnectées immenses et des méga-batteries pour compenser ça à la fraction de seconde près. Mais on ne les finance pas assez. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme si tu avais une vieille maison des années 50 Ok. et tu l'équipes avec les trucs domotiques les plus puissants. Bornes pour voitures électriques, serveurs intelligents, pompes à chaleur. Mais sans changer les câbles dans les murs. Voilà. Tu refuses de payer pour refaire le câblage d'origine. Au premier pic de consommation, le tableau électrique fond et la maison prend feu. La comparaison est implacable. On bâtit cette société hyper électrifiée que Barjavel redoutait, mais on met 5 fois moins d'argent dans le contenant que dans le contenu. Ce qui nous ramène à la clairvoyance de Ravage. Dans la série audio, le journaliste compare Barjavel à Orwell avec 1984 ou Huxley avec Le meilleur des mondes. Sauf qu'Orwell et Huxley parlaient de mécanismes sociaux. Le contrôle de l'esprit, la propagande. C'est ça. Barjavel, lui, a regardé les fondations. Il a compris que notre modernité repose sur un malheureux fil de cuivre. Si tu coupes ce fil, la surveillance d'Orwell ou le conditionnement d'Huxley s'effondre immédiatement. Il n'y a plus d'écran pour surveiller. Il reste juste des humains incapables de tirer l'eau du sol. Son taux de réussite dans l'anticipation est de 100%. D'ailleurs, le journaliste de Block News fait une remarque super juste. Le blackout ibérique qu'on a vécu l'an dernier, c'est littéralement le chapitre 2 de Ravage. Le chapitre intitulé « La chute des villes ». Exactement. Pendant 18 heures, 55 millions d'Espagnols et de Portugais ont vécu dans un roman de 1943. Et on a une chance de malade que le pont-levis européen fonctionne, Ah bah oui, parce que c'est la seule raison pour laquelle on n'est pas passé au chapitre 3. qui s'appelle... Le chaos, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Barjavel a écrit un avertissement, pas juste un divertissement. On vit dans le décor de son bouquin sans écouter son message. On est tellement bercé par le Wi-Fi continu et nos frigos qui tournent qu'on oublie la précarité du système. Et ça soulève une question hyper importante pour ceux qui nous écoutent. Si notre dépendance à ce macro-réseau fragile est notre plus grande faiblesse, est-ce que la solution de demain, c'est pas la déconnexion isolée? Les fameux micro-réseaux locaux? Voilà. Des maisons isolées, leurs propres panneaux solaires, leurs propres batteries indépendantes. Mais si ça devient la norme, ça va créer une fracture dingue. Une ségrégation énergétique. Exactement. D'un côté, ceux qui ont l'argent pour s'offrir leur propre lumière et leur indépendance. De l'autre, la majorité de la population, laissée à la merci d'un réseau central vieillissant, ceux-là seront laissés dans le noir au prochain grand blackout. C'est vraiment un truc à garder en tête la prochaine fois qu'on appuiera genre machinalement sur un interrupteur pour allumer la lumière.